Bonjour et bienvenue sur Médien TV. C'est la course au vaccin partout à travers le monde pour enfin immuniser les populations, mais aussi freiner la propagation du Covid-19. Le Maroc est l'un des tout premiers pays de la planète qui s'apprête à entamer une campagne inédite de vaccination. Selon le ministre de la Santé, quelques semaines nous séparent du début de cette campagne de vaccination. Mais de nombreuses questions peuvent encore se poser sur la fiabilité et l'efficacité du vaccin, mais surtout sur les fameux effets secondaires sur la santé des personnes vaccinées. Autant d'interrogations que nous allons poser à notre invité. Il s'agit du professeur Mohamed El Yacoubi. Il est chef de service du laboratoire central de parasitologie et mycologie de l'hôpital Ibn Sina de Rabat. Le professeur Mohamed El Yacoubi est surtout co-investigateur de l'essai du vaccin anti-Covid au Maroc. Bonjour professeur. Bonjour monsieur Baldi. Alors, avant tout, qu'est-ce qu'un co-investigateur de l'essai du vaccin anti-Covid? Je vous remercie déjà pour votre invitation. Alors, le Maroc a entamé l'étude de phase 3 du Covid, ça fait déjà 3 mois, et c'est une étude qui est multicentrique, randomisée, comme tout le monde le sait, et c'est une étude où interviennent plusieurs centres déjà au Maroc. Il y a 3 centres, l'hôpital de Roche de Casablanca, l'hôpital militaire de Rabat et l'hôpital Ibn Sina de Rabat. Dans chaque équipe, il y a plusieurs spécialistes, des médecins qui interviennent pour la bonne conduite. Et parmi les responsables au niveau de l'hôpital Ibn Sina, je suis un des co-investigateurs, c'est-à-dire que je m'assure que le protocole de l'étude se déroule dans d'excellentes conditions et que toutes les dispositions légales, éthiques et techniques soient respectées de telle sorte à ce que le protocole soit respecté de manière scrupuleuse et qu'on ait des résultats qui sont fiables. Donc, en un mot, vous êtes au cœur du processus. Alors, entrons dans le vif du sujet. Pourquoi un vaccin pour tenter d'arrêter la propagation du virus? Eh bien, ce sont des circonstances qui exigent cela, puisque jusqu'à présent, depuis une année que nous souffrons de cette pandémie, avec toutes ses répercussions économiques, sociales, sanitaires et autres, la liste est longue, et ce sont ces circonstances qui sont douloureuses, qui sont pénibles, qui nous obligent à avoir une réaction. Alors, puisque nous n'avons pas de médicaments, ça on le sait, nous sommes dans un premier temps attelés à mettre des procédures de confinement avec tous les dégâts que ça peut causer. Ça a permis quand même de freiner la pandémie, ne serait-ce que dans notre pays. Ça nous permet aussi de nous donner du temps pour nous organiser et éventuellement d'avoir un vaccin. Et là, nous avons la possibilité, l'opportunité d'avoir un vaccin. Et ce vaccin, nous avons entamé toutes les procédures de vérification, d'abord de son innocuité, mais aussi, nous allons vérifier aussi son efficacité. Et c'est dans cette raison que le gouvernement marocain, qui s'est caractérisé par des actions et des réactions d'anticipation, des réactions d'audace, c'est audacieux, de mettre des choses en place pour pouvoir freiner la pandémie. Mais beaucoup de questions peuvent se poser. Habituellement, le processus de validation des vaccins prend du temps. Aujourd'hui, à moins d'1 an, on sort un vaccin et on décide de lancer une campagne de vaccination. Est-ce qu'il n'y a pas eu de précipitation dans le processus? Non, il n'y a pas eu de précipitation. Il y a eu de la rapidité. Toutes les dispositions réglementaires et toutes les dispositions techniques ont été respectées. C'est-à-dire que le vaccin est passé par toutes les phases de toute mise au point d'un vaccin, c'est-à-dire les phases 1, phase 2, phase 3. Là, on est à la phase 3. La seule chose qui a été faite, c'est de travailler rapidement, c'est-à-dire la possibilité de chevaucher des fois des phases, mais aussi de traitement des données pratiquement en temps réel, de telle sorte à ce qu'on ne perde pas de temps dans l'analyse, puisque l'analyse se fait au fur et à mesure. Et de ce fait-là, nous avons travaillé rapidement. Nous avons par exemple mis en place au mois d'août pratiquement 10 jours l'essai de phase 3 et nous l'avons entamé dès le début septembre et là on est à 3 mois déjà et nous avons un certain recul. La phase 3 normalement elle se devrait se terminer dans une année mais
on va avoir les résultats préliminaires dans les quelques semaines à venir, de telle sorte à ce qu'on puisse envisager la possibilité d'entamer le processus de vaccination. On parle de résultats encourageants globalement, mais dans les détails, quels sont ces résultats qui ont été obtenus jusque-là, professeur? Alors, les maîtres mots de tout essai, c'est-à-dire l'innocuité et l'efficacité. Alors, concernant l'innocuité, on est déjà à 3 mois. Nous n'avons pas remarqué de problème très particulier concernant les effets secondaires. Nous n'avons noté aucun effet secondaire grave. Les seuls effets secondaires que nous avons notés sont des effets secondaires tout à fait banaux et minimes qu'on rencontre lors de toute vaccination. Par contre, au point de vue efficacité, nous avons les résultats qui ont été publiés en phase 1 et phase 2 et nous allons avoir bientôt les résultats préliminaires de la phase 3, probablement avant de commencer la vaccination générale. Alors, tous les résultats vont être bien sûr présentés et néanmoins on voit en ce moment des tas d'entreprises, de sociétés ou de laboratoires qui présentent des résultats, mais ça reste des résultats, en fait, des effets d'annonce, ce ne sont pas des résultats scientifiques. Mais les résultats scientifiques vont être probablement mis sur au niveau de la formation très bientôt. D'accord. Alors, vous avez tout à l'heure évoqué des effets secondaires. Vous pouvez nous rassurer ou nous parler de ces quelques effets secondaires qui ont été constatés et quelle est leur gravité? Alors, jusqu'à présent, nous n'avons noté aucun effet secondaire grave, c'est-à-dire ce sont des effets secondaires qui sont suffisamment graves pour pouvoir arrêter la vaccination. Les seuls effets secondaires que nous avons notés, c'est-à-dire des réactions de fébricules, c'est-à-dire de petites fièvres, ou des réactions locales d'inflammation au niveau des points d'injection, mais ça, ce sont des problèmes qu'on rencontre dans toutes les vaccinations, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et de toute façon, c'est un vaccin que nous avons utilisé, c'est un vaccin dont la méthodologie a été éprouvée depuis longtemps, puisque c'est la même méthodologie de fabrication qui a été utilisée pour d'autres vaccins, et donc nous n'avons pas eu de surprise, en tout cas pas de mauvaise surprise, puisque les effets secondaires que nous avons notés sont des effets secondaires tout à fait prévisibles, et c'est ce qu'on a eu, ce n'est pas quelque chose de grave, il n'y a rien de grave, ce sont des phénomènes très bénins. D'accord, des phénomènes donc bénins. Alors, aujourd'hui, plusieurs laboratoires à travers le monde annoncent la mise au point de leur vaccin. Le Maroc a très tôt recouru au vaccin chinois de Sinopharm. Pourquoi avoir recouru à ce vaccin-là? Bien sûr, c'est des choix politiques. Le vaccin de Sinopharm est un des plus avancés actuellement. C'est un vaccin qui, de par sa tolérance, son efficacité, a été démontré en phase 1 et en phase 2. Alors pourquoi ce choix-là et pas un autre? Il y a beaucoup de raisons qui nous amènent à choisir un vaccin. Il y a l'efficacité, la tolérance, mais aussi, on ne se cache pas, le coût, l'efficacité, et chaque pays choisit la méthode qui lui convient. Ne serait-ce que, par exemple, de point de vue logistique. Comme vous le savez, certains vaccins qui, en Europe ou aux États-Unis, nécessitent une chaîne de froid avec moins 80 degrés. Alors vous pensez bien que dans certains pays chauds, cette technologie n'est pas adaptée à ce pays-là. Et donc, ça sera très difficile de mettre en place une chaîne de froid à moins 80 degrés et assurer un vaccin de très bonne qualité partout dans les villes de royaume. Et donc, vous voyez que ce n'est qu'un seul élément parmi d'autres qui sont pris en compte dans le choix. Et actuellement, je pense que le choix du vaccin de Sinopharm est un excellent choix puisque, un, il est plus avancé, deux, nous l'avons pu expérimenter nous-mêmes, et deux, selon les résultats préliminaires, il donne d'excellents résultats. Donc, il n'y a pas ce sont des raisons suffisantes pour pouvoir faire un choix par rapport à ce vaccin-là, par rapport à d'autres. Néanmoins, il ne faut pas, c'est-à-dire dénigrer les autres vaccins, puisque, semble-t-il, en tout cas c'est ce qui a été dit jusqu'à présent, ils donnent de bons résultats, et comme vous le savez, le choix peut être multiple, puisque un vaccin n'est pas adapté à toutes les situations, chez toutes les personnes. Il se peut qu'un vaccin soit très bon dans une tranche de population et pas bien dans l'autre. Et donc,
C'est-à-dire, je crois que le Maroc n'a pas intérêt à négliger les autres vaccins et que pouvoir disposer de plusieurs vaccins serait une très très bonne chose avec une indication selon les tranches d'âge, selon les circonstances, selon les personnes concernées. Et ça serait une très très bonne chose d'avoir plusieurs vaccins. Alors, tout à l'heure, vous parliez donc des effets, plutôt des tests et des essais qui sont encourageants, concluants. Alors, quelques questions. Hein? Combien de temps avant que le vaccin fasse son efficacité, mais surtout, quelle est la durée de son efficacité une fois pris ce vaccin-là? Alors, selon les études qui ont été menées jusqu'à présent, c'est un vaccin qui est administré en 2 doses, une à 3 semaines d'intervalle, c'est-à-dire à J0 et à J21, et en principe, à partir de la fin de à J28, c'est-à-dire une semaine après la 2e dose, il devrait y avoir un taux suffisant d'anticorps bloquants, c'est-à-dire neutralisants, qui puissent protéger la personne. Là, on a des certitudes par rapport à ça, on a des études qui ont été menées par les équipes chinoises et on a des résultats de ces études-là. La seule chose et une donnée que l'on ne connaît pas, c'est quelle est la durée de protection. Alors, a priori, cette famille de coronavirus donne une protection suffisante, néanmoins, personne ne vous dira que jusqu'à présent, quelle serait la durée d'efficacité de ce traitement. On espère que ça sera une longue durée, mais ça c'est le temps qui nous le dira. Et nous allons d'ailleurs dans ce sens-là continuer l'étude jusqu'à une année, à faire des cinétiques d'anticorps pendant une année, et là on mesurera et on va pouvoir donner une réponse à votre question concernant la durée de protection, et on espère que la plus longue possible. Mais jusqu'à présent, aucun scientifique ne peut vous dire que l'immunisation protectrice, combien de temps elle va durer, puisque c'est des données que personne ne peut en disposer jusqu'à présent. D'accord. Alors, une fois la personne, mais vraiment des questions assez médicales ou scientifiques si vous voulez, une fois la personne vaccinée, sera-t-elle obligée de respecter les gestes barrières? Je parle du port du masque, de la distanciation physique et autres. Ça, c'est une excellente question, puisque ce n'est pas parce qu'on est immunisé que nous pensons à la population générale. Et donc, les premières des choses, de toute façon, un vaccin, quel qu'il soit, en fonction de certaines caractéristiques physiologiques, n'est jamais efficace à 100%. Deuxième chose, l'intérêt d'un vaccin, c'est d'arriver à ce qu'on appelle une immunité collective, ou une immunité de groupe, c'est-à-dire avoir un pourcentage de population protégée, c'est-à-dire immunisée et protégée, pour pouvoir atteindre un niveau qui fait que la maladie ou l'épidémie va être arrêtée. Alors, pour pouvoir atteindre ce niveau, il va falloir qu'il y ait beaucoup de personnes, un pourcentage qui est estimé actuellement à 70% de la population qui soit immunisée, mais néanmoins, pour pouvoir l'atteindre rapidement et pour pouvoir rapidement protéger la population, il va falloir au moins pendant un certain temps continuer les mesures barrières, c'est-à-dire de la distanciation, le port de masque, le lavage des mains, et ça, c'est des choses auxquelles on devrait s'habituer, ne serait-ce que pendant un temps suffisamment long, et ça accélérera l'arrivée de l'immunité collective, puisque ça accélérera l'arrivée de la protection. Et donc, il va falloir que les gens puissent continuer ces mesures, du moins pendant au moins une année. D'accord. Pendant au moins une année, après s'être vacciné, il faudra continuer à respecter les gestes barrières. Donc, je pense que c'est clair. Autre question aussi qui s'impose, professeur. On voit que la priorité est donnée, comme on dit, aux personnes vulnérables, mais les enfants ne sont pas, ne sont pas pour le moment prioritaires. Pourquoi, mais beaucoup de questions se posent, pourquoi prioriser ces personnes adultes et pas encore les enfants? Pour les vaccinations, je veux dire. Bien entendu. Alors ça, c'est une question aussi de logistique et de la mise en place de la vaccination dans une population, puisque nous allons d'abord faire un ciblage de la population, nous adresser à des populations qui soient d'abord vulnérables, c'est-à-dire les personnes âgées, les personnes qui ont comorbidité, c'est-à-dire une maladie associée, et qui sont à risque de faire une forme grave du Covid. Deuxième chose, il faut protéger les populations
de la santé et de la sécurité. Et c'est eux qui vont assurer, une vaccination, qui vont assurer une protection des personnes, et donc il ne faut pas que ces personnes, au niveau de la santé, soient touchées ou au niveau de la sécurité. Donc il y a toujours un ciblage qui se fait dans tous les process de vaccination, quel que soit le pays. Alors pourquoi pas les enfants? Comme vous le savez, jusqu'à présent, les études ont démontré que les enfants font de forme bénigne. Il est très rare d'avoir des personnes qui ont moins de 18 ans qui font des formes rares. Ça existe, mais ça reste une rareté. Et donc c'est pour ça que ces personnes jeunes sont souvent malheureusement des personnes qui sont contaminées et qui contaminent les autres, mais qui eux-mêmes ne font pas de forme grave. Et c'est pour ça que les personnes jeunes, en tout cas dans un premier temps, seront exclues de la vaccination, parce que, justement, le système va d'abord protéger les personnes qui sont à risque, de telle sorte à puisse réduire la létalité de cette pathologie, et puis par la suite envisager éventuellement une couverture plus large. Mais dans un premier temps, il est vrai que ces personnes sont exclues, de même que aussi des personnes à risque de faire des formes, par exemple les femmes enceintes, d'avoir des réactions qui sont délétères par rapport au fœtus, et donc ce qu'on appelle les actions tératogènes. Alors, une dernière question peut-être, mais non moins importante. Beaucoup de scepticisme et d'idées reçues circulent autour d'abord de la maladie. Peut-être il y en a même qui n'y croient pas encore, ou toujours. Et que parler donc, ou que dire du vaccin? Aujourd'hui, si vous aviez des réponses pour les rassurer par rapport à ce vaccin. Bien, merci de poser cette question parce que depuis le début de la pandémie, on a vu un foisonnement de fake news, d'informations complètement erronées qui circulent, notamment qui sont amplifiées actuellement par les réseaux sociaux. Et ce sont malheureusement des informations qui ont la peau dure. Ce qu'il faut dire, c'est que il faudrait que peut-être que les autorités sanitaires du pays continue à communiquer, à donner les bonnes informations, parce que quand on laisse le champ vide, la nature a horreur du vide et les gens s'insèrent dans ce vide pour pouvoir faire circuler de mauvaises informations. Alors, bien sûr, il y a toujours toutes les personnes, dans toutes les populations, des complotistes, des gens qui... on a vu des délires incroyables comme quoi le vaccin avait un objectif de traçabilité des personnes. C'est quand même du délire de la science-fiction complètement erroné. Le vaccin est un vaccin connu, c'est un vaccin... du moins le process de fabrication est connu, c'est la même méthodologie d'un virus inactivé qu'on utilise pour d'autres vaccinations. De toute façon, ce genre de pandémie ou d'épidémie, l'humanité en a connu d'autres. Ne serait-ce que la grippe espagnole dans les années 20, qui a fait à cause d'une mortalité énorme, et de toute manière, on est périodiquement sujet, et donc on n'est pas à l'abri de survenue de phénomènes de ce type-là. Sauf que celui-là, il a été suffisamment grave, et les dégâts qu'il a causés sont suffisamment graves, et donc, bien entendu, que les gens, il faudrait qu'ils arrivent à filtrer entre les informations qui sont fausses et celles qui sont vraies. D'accord. Filtrer entre les informations fausses et les informations vraies. Ce sera le dernier mot, professeur. Merci à vous, professeur Liakoubi. Je rappelle que vous êtes médecin, vous êtes le chef de service du laboratoire central de parasitologie et mycologie de l'hôpital Ibn Sina de Rabat. Vous êtes également co-investigateur de l'essai du vaccin anti-Covid au Maroc. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. Merci, M. Valdez. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de communiquer et puis de donner quelques informations en toute humilité concernant ce programme de vaccination que j'espère va réussir et nous faire passer ce cap de cette pandémie qui commence à faire des dégâts énormes. Je vous remercie, monsieur. Merci à vous. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, d'avoir suivi. L'information revient dans quelques minutes sur Médiane TV. Très bon début de semaine et très bonne journée à vous.